Bonjour à tous, c'est le dernier panel avant le dernier Fireside Chat de la journée. Merci pour votre présence et votre patience, c'est riche. On va avoir un panel qui va nous amener un peu plus haut, un peu plus loin au niveau européen. On a envie de parler d'Europe et parler aussi d'organisation. On a vu dans le sondage tout à l'heure que un des facteurs clés de succès de ce sujet de la data collaboration et du commerce média, c'est une bonne gouvernance, une bonne organisation. Et donc, on va avoir le plaisir et l'honneur d'être accompagné de gens qui pratiquent cette montée en échelle organisationnelle et européenne, avec d'abord Margot, bienvenue. Welcome back. Welcome back. Tu es CRM et Data Project Manager Southern Europe chez Colgate-Palmolive. Tu joues un rôle clé sur les sujets du commerce média et de data collaboration. Tu nous en diras un peu plus après. Bienvenue. Et ensuite, on donne les bienvenus à Zoé Laporte, que en tant que... Les applaudissements. Bonjour, donc Zoé, en tant que Global Digital et E-Retail Media Manager, tu t'occupes chez Pernod Ricard, bien sûr, tu t'occupes de l'approche stratégie du groupe. Donc, c'est un grand plaisir de t'avoir ici. Et merci à vous. Merci beaucoup. Et last but not least, Glenn Gloarec, tu as plus de 10 ans d'expérience chez L'Oréal. Tu es au cœur des sujets de transformation digitale, data, commerce et du coup de data collaboration. Tu es au cœur de l'accélération stratégique tech, data-driven et customer-centric du groupe L'Oréal. Tu vas nous en dire un peu plus. Et on est ravis aussi de t'avoir avec nous. Et Margot, nous allons commencer directement avec toi. Donc, est-ce que tu pourrais nous dire un peu plus de ton rôle chez Colgate et plus spécifiquement sur le rôle des commerce média et de la data collaboration? Quels sont un peu vos objectifs et votre trajectoire du groupe? Donc, bonjour, bonsoir maintenant. Merci de m'avoir invité. Je suis donc Data et CRM Performance Manager dans le Sud Europe chez Colgate-Palmolive. Je m'occupe de tous les projets data qui influencent la stratégie retail média chez nous et également de la Task Force Clean Room qu'on a mis en place pour pouvoir justement parler de ce sujet. On verra ensemble, je vais vous raconter comment on a mis en place cette task force qui est cross-fonctionnelle avec de différents départements. Ça a été un grand challenge parce qu'on parle souvent de transformation digitale, mais maintenant, finalement, avec le projet Clean Room, on a pu vraiment voir cette transformation digitale qui veut dire collaboration entre départements, notamment, par exemple, un département comme le digital qui, dans notre secteur qui est assez traditionnel, le FMCG, est très éloigné par exemple des ventes. Dans ce cas-là, on a pu briser un petit peu ces silos et on s'est retrouvé dans un projet où les ventes devaient comprendre de médias et l'équipe de médias et digital devait comprendre à fond des ventes. Donc après, ensuite, on a eu le légal, le marketing, enfin beaucoup d'autres départements. Mais voilà. Merci beaucoup pour le décor que tu plantes parce que c'est une aventure humaine et pas que tech, ce qu'on voit sur les sujets de data collaboration. Et c'est pas toujours simple dans les grandes organisations de trouver sa voie collectivement. On va en reparler aussi avec nos deux autres invités. Zoé, de ton côté, tu peux nous raconter aussi un peu le rôle que tu as dans les headquarters par rapport aux filiales, comme vous dites. Comment vous organisez à la fois sur les activations et la mesure pour piloter ça chez Pernod Ricard? Oui, donc tout à fait. Donc, je fais partie des équipes globales, donc Headquarter, et plus particulièrement de l'équipe Consumer Journey and Marketing Performance, dont la mission est d'aider les marchés à maximiser l'impact et le retour sur investissement de leur campagne de marketing digital. Donc, on intervient sur tous les touchpoints digitaux, du social au CRM, en passant par le retail média. Et en revanche, c'est important de le préciser, les campagnes sont vraiment menées par nos marchés. Donc, c'est eux qui en assurent l'exécution et aussi le suivi budgétaire. Et nous, côté HQ, on va plus venir en support stratégique. Donc, c'est-à-dire que
on va venir par exemple en amont et en aval des campagnes. Donc en amont des campagnes, on va avoir les équipes de marque qui vont accompagner les marchés sur la conception de leur campagne. Donc par exemple pour définir le rôle de chaque touchpoint dans le Consumer Journey. Et nous, nos équipes donc médias vont venir en aval, plus après sur toute la partie mesure et analyse. Donc concrètement, on ne va pas venir analyser chaque campagne localement de data collaboration, mais notre rôle, ça va plus être de benchmarker les performances des marchés pour pouvoir après en tirer des best practices. Merci beaucoup, on va y revenir. Et toi, Glenn, après un rôle européen, tu es maintenant en charge d'amener cette vision européenne au niveau mondial chez L'Oréal et notamment au travers d'une transformation commerciale au sein de L'Oréal Luxe. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur ce terrain de jeu que tu pratiques ? Oui, complètement. Déjà, tu as dit beaucoup de choses en introduction. Donc, c'est une partie du scope. Et du coup, au travail aussi, en travaillant avec des équipes justement d'experts métiers, que ce soit du CRM ou du média, ce qui n'est pas du tout mon job. La transformation commerciale qu'on veut amener en fait dans cette division luxe, une bonne partie du sujet que je vais gérer moi, c'est la data collaboration. Au travers des exemples qu'on a eus sur l'Europe ces dernières années, sur différents circuits, sur le mass, mais aussi sur le luxe et d'autres circuits, c'est d'amener justement dans cette réflexion de task force à repenser un peu le modèle de collaboration au sein de l'organisation déjà, donc d'associer tous les différents métiers, les experts, mais aussi auprès de nos clients, qui, je pense, comme beaucoup d'entre nous, finalement, aussi se questionnent sur leur propre organisation. Vos clients étant des retailers clients étant des retailers. Alors, au luxe, on a de la first party, on a des boutiques, on a des outils, on a surtout des écosystèmes totalement différents entre l'Asie, la Chine, par exemple, c'est 75% d'e-commerce, c'est du D2C, c'est de la marketplace. Donc, on a à côté des retailers plus classiques, avec lesquels on a tout un intérêt aussi de repenser la collaboration. Je pense que globalement, les partenaires du mass ont été exposés plus tôt sur ces sujets de clean room, sur ces sujets de collab. Et donc, ça fait partie de la transformation qu'on veut opérer avec eux et remettre un peu le consommateur et finalement le full funnel au cœur de nos discussions. C'est très important et sur le full funnel, on va justement en reparler aussi plus tard. Maintenant, Margot, tout au début, dans ta première réponse, tu nous as parlé des task force. Donc, en quoi est-ce que cette task force est clé pour les enjeux pour la trajectoire et pour les enjeux des transformations auprès de votre organisation? Donc, on va partir de deux aspects. Le premier aspect, c'est celui des valeurs de Colgate-Palmolive. Nous, on est une entreprise caring and innovative growth. Caring, ça veut dire que nous prenons soin de nos consommateurs, mais de nos clients. Pour nous aussi, les clients, c'est les retailers, des animaux et de la planète. Mais prendre soin, pour nous, ça veut dire aussi anticiper les besoins. De l'autre côté, innovative, ça veut dire que l'innovation est le moteur et l'énergie de notre entreprise. Et cela veut dire que la volonté d'adopter une nouvelle technologie, nous savons qu'elle est nécessaire pour cette innovation. C'est une innovation de produits, bien évidemment, mais c'est aussi une innovation de procès et de technologie. Donc, il y a une volonté d'innover pour prendre soin et anticiper ce besoin. Mais de l'autre côté, comme je vous disais, le FMCG, c'est assez traditionnel. Donc, cela veut dire qu'on opère dans un domaine où la donnée est difficile à repérer. On le voyait avec Bonduelle, surtout dans la dernière partie de la Customer Journey. Pour nous, donc, la phase de purchase et loyalty, elle est plus compliquée par rapport à d'autres entreprises. Donc, cette dualité rend nécessaire le fait d'établir des task force pour pouvoir, comme je disais, merger les talents, se comprendre entre départements et atteindre nos objectifs. Comme je vous disais, cette façon de nous comprendre n'est pas si évidente. On va voir aussi comment on a fait comprendre le légal avec l'IT. Dans certains, ça a été amusant. Mais voilà, donc c'est ça la nécessité de task force pour pouvoir adopter ces technologies et innover en anticipant. Et je pense que tu dis des choses qui sont essentielles et pas si évidentes. Je trouve que c'est passionnant de vous voir évoluer, de vous accompagner, de voir ce que vous faites. Toi, c'est au niveau italien et sud-européen. On travaille aussi avec le groupe à d'autres niveaux.
et de voir comment cette task force, ça permet d'associer un peu la stratégie qui était mentionnée avant et le terrain. Je trouve que c'est passionnant, et donc moi j'aimerais bien que tu nous donnes un peu plus de concret aussi sur les... Parce que tu en pratiques beaucoup du concret sur les jalons justement de cette trajectoire que vous avez parcourue ces derniers mois, années. Alors, disons qu'il y a eu plusieurs de milestones. Lucas m'a appris que milestone est masculin en français parce que j'avais dit la milestone. Merci, Lucas. Donc, en premier, il y a eu le concept de propriété de données parce que nous savons que les données, elles sont très précieuses. Elles sont précieuses parce que d'un côté, elles nous permettent de connaître nos consommateurs, mais elles sont précieuses aussi parce qu'elles nous portent un avantage compétitif. Et notamment dans notre secteur, il y a un petit peu de peur de perdre cet avantage compétitif. Donc, notamment au début, quand on parlait de retail media, etc., on parlait de partage de données. Et nous, on ne voulait pas faire partie de ce game. Donc, on a commencé à vraiment avoir un intérêt quand on a commencé à parler de collaboration. Donc, il y a eu ce concept de protéger la propriété de données qui était un grand milestone en interne, mais aussi en externe avec nos stakeholders. Le deuxième grand milestone a été le fait, comme je vous disais, de faire parler la privacy et la solidité technique. Donc, s'assurer que la clean room qu'on adoptait était solide pour protéger nos données, mais aussi de respecter les lois de privacy, notamment le GDPR. Mais on sait très bien, parce qu'on travaille tous dans ce domaine, qu'il y a aussi des lois locales. Donc, il y a eu ce gros challenge de faire comprendre ces deux départements qui, notamment, sont très éloignés dans le day by day pour s'assurer qu'on puisse respecter la privacy et la solidité technique. En troisième, très intéressant et très compliqué, c'est la partie de audience. Donc, quand on collabore avec des audiences, donc quand je dis collaborer, ça veut dire collaborer seulement sur les segments qui sont en commun entre nous et les stakeholders avec lesquels on travaille. En fait, on peut un petit peu briser les préjudices qu'on a de nos audiences. Qu'est-ce que je veux dire avec les préjudices ? C'est-à-dire que si je regarde mes audiences que dans mon environnement, je peux avoir des préjudices sur mes segments. Je vous fais un exemple simple qui est éloigné de ce que je fais, comme ça, je n'ai pas de soucis. Si, par exemple, je livre à manger aux gens, et j'ai des segments qui me commandent que des tacos et des hamburgers, je dis n'importe quoi, je peux penser que ces personnes ne sont pas attentifs à leur santé. Alors que quand je vais insérer ces segments dans une vision plus globale, je vois que ce n'est pas du tout ça. Donc, en collaborant sur les données, on peut briser ces préjudices et comprendre en fait qu'il y a des autres opportunités pour mes audiences. Et en quatrième et en dernier, il y a la partie de mesure qui est très importante, on va en reparler ensemble. Briser les croyances, les préjugés pour... On brise tout et on déconstruit beaucoup avec la data et la data collaboration. Et donc, je pense que vous avez planté le décor sur en quoi il faut justement préparer le terrain pour cette transformation, parce qu'il y a beaucoup de trajectoires qui ont échoué dans la transformation digitale, data et le retail média, parce que les organisations ont un peu fait tout feu, tout flamme sans trop savoir comment vraiment bien saisir l'opportunité. Donc, je pense que vous avez planter le décor sur comment votre organisation finalement a mûri pour aller saisir au mieux cette opportunité. Et on va rentrer maintenant dans le concret de comment vous avez piloté cette transformation. Voilà, donc on voit déjà qu'il y a beaucoup d'étapes, il y a une longue trajectoire, mais finalement il y a toujours un bout. Donc parlons de bénéfices en fait, de ce pour lesquels on entreprend toute cette trajectoire dans le retail media. Du coup, Zoé et Glenn, une double question pour vous. Quels sont les bénéfices que vous identifiez autour du retail media et quels sont, bien, très importants, les KPI du suivi, en commençant par Zoé? Oui. Alors, pour répondre assez simplement, pour nous, on va avoir deux avantages principaux au retail média. Le premier, ça va être le ciblage, parce qu'on a un acteur B2B, nous aussi. Donc forcément, structurellement, on va être limité sur la collecte de la data transactionnelle. Donc le retail média, ça va représenter une extension de nos capacités de ciblage, puis qui plus est avec des audiences transactionnelles, donc qui ont des signaux d'intention vraiment très poussés. Et le deuxième, ça va être la mesure. Le fait que le retail média, forcément, opère au sein d'un environnement commercial, ça va rendre le lien entre l'exposition média et les ventes beaucoup plus direct et beaucoup plus simple. Alors même si, bien sûr,
les résultats d'une campagne retail média peuvent être au-delà de juste un achat direct sur le site du retailer. C'est quand même un touchpoint sur lequel ça va être plus robuste en termes de mesures que d'autres touchpoints. En termes de KPI, donc ça dépend de la nature de la publicité, de sa position dans le funnel. Si on est sur une campagne on-site, donc vraiment qui est là pour driver de la conversion, on en a parlé aujourd'hui, on va plus aller regarder des KPI liés à l'incrémentalité. Donc on l'a dit aussi, le ROAS est largement surestimé en retail média, notamment en on-site, parce qu'on est justement sur un environnement qui est commercial. Les utilisateurs sont déjà sur le site du e-retailer, donc ils ont déjà une intention d'achat qui est présente, qui est très poussée. Donc souvent, le ROAS va venir surestimer les attributions à la publicité et à attribuer à une vente à la publicité alors qu'elle aurait pu avoir eu lieu même sans exposition média. Et après, si on va être sur des campagnes, pour donner un autre exemple, plus haut de funnel, là, par exemple, on peut aller mesurer des KPI qui vont être plus liés à l'exposition média. Alors, je crois qu'on en a parlé aussi un petit peu plus tôt dans la journée, mais le reach et la fréquence, c'est très important, notamment pour venir s'assurer qu'on délivre une bonne pression média et qu'on ne va pas venir gaspiller, entre guillemets, nos budgets en targetant les mêmes audiences encore et encore. Merci beaucoup. Merci à vous deux de représenter le CRM, la data, le média. Je pense que Glenn, tu m'as dit plusieurs fois aujourd'hui, on a débattu un peu avant, on entend trop parler de médias et pas assez de commerce. Et il n'y a pas assez de commerçants. Où sont-ils? C'est une course de vitesse. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de la finalité transformation du commerce? Il y en a 3 slides aussi que tu nous as partagés. Oui, je pense que... Alors, pour préciser un peu mon propos sur on entend beaucoup de commerce, c'était suite aussi à l'évolution, parce que la dernière fois que je suis venu, je pense, dans le forum, c'était Retail Média, et l'évolution vers commerce média. On en parlait tout à l'heure avec une personne dans l'Assemblée sur qu'est-ce qu'on met derrière le commerce média. Alors cette slide-là, à la limite, on peut aller avancer assez vite. Pour le coup, L'Oréal, on développe beaucoup d'éléments sur la partie beauty tech, sur le conseil, sur le diagnostic, sur la peau, potentiellement sur la recommandation, sur le coaching. Quelque part, la data et la beauty tech sont absolument clés. Et le commerce média, ce que je trouve intéressant, dans mon interprétation, travaillant sur le commerce, c'est que les KPI qui sont évoqués sont évidemment des KPI de médias. Avant tout, donc pour moi, le commerce média, c'est comment je révolutionne la façon de faire du commerce avec un client. Et les dernières expériences et les dernières interventions que j'ai pu avoir avec vous se basaient sur un client qui était aussi assez précurseur dans ce domaine finalement. Pour moi, le commerce média, c'est une révolution sur la façon dont on travaille en fait nos business plans avec les clients. Historiquement, un business plan, c'est des nouveautés, c'est un assortiment, c'est un plan promotionnel, c'est des KPI assez simples, entre guillemets, en termes de market share, de chiffre d'affaires et autres. Il y a 4 ans, on a commencé à avoir avec des clients des KPI de Consumer Lifetime Value, d'Average Order Value et des choses assez novatrices. Résultat, les 2 premières années, ça a été un flop complet. Parce qu'en fait, des gens capables de penser full funnel et des gens capables en Catman, en Key Account Management, d'aller réfléchir avec des partenaires retailers sur comment je vais travailler un Consumer Lifetime Value chez un client, finalement, ça n'existe pas dans nos organisations historiquement. Alors ça a été, je pense, très bousculé aussi par un Amazon qui a révolutionné le marché. Donc pour moi, finalement, les KPI et la mesure dans le commerce média, c'est quelque chose d'assez nouveau qui est en train d'être créé et cette partie de bas de funnel qui est pour moi quelque chose dans lequel le commerce doit évoluer pour aller repenser notre business plan. Donc c'est hyper intéressant, c'est franchement pour moi passionnant, c'est une révolution du commerce après le e-com et c'est vrai qu'il y a des conditions de succès qu'on a commencé à identifier maintenant depuis un certain nombre d'années. La data collaboration, c'est un prérequis, c'est-à-dire qu'avant de faire du retail média, si on n'a pas les bons assets et si on n'a pas les bons partages de données, ça ne sert à rien de faire du retail média. On s'est rendu compte dans nos échanges qu'il y a des problèmes de data quality chez tout le monde, mais aussi chez les clients, qu'il faut d'abord travailler là-dessus et s'assurer qu'on a les bonnes mesures de data quality. C'était historiquement pas franchement traqué, je pense, chez tout le monde. Après, c'est un projet long terme. C'est aussi des éléments dans lesquels on va travailler des use cases. Un Consumer Lifetime Value Impact, il ne va pas se faire avec 3 campagnes. Donc, il faut du temps, il faut de la patience aussi parfois. Ce n'est pas toujours facile dans les échanges, mais la construction de valeur associée est tellement plus importante et intéressante que si on s'arrête à des use cases court terme dans lesquels on n'arrivera pas à créer de la valeur. Et in fine, la collaboration, la data science, j'en reparle parce que cette notion de collaboration,
c'est pas un vain mot, c'est quelque chose qu'il faut vraiment créer. Alors, on parlait de task force, je pense que c'est aussi cette notion de nouvelles façons de réfléchir avec des partenaires sur lesquels on met des expertises différentes associées autour de la table. C'est le rôle pour moi du commerce média aussi, de créer cette révolution sur la façon de travailler ensemble sur la création de valeur. Et ça, je trouve ça extrêmement intéressant. Et en tout cas, c'est quelque chose qui me tient à cœur et qu'on veut développer au Luxe et L'Oréal. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et cela nous apporte du coup à notre prochaine question. Donc, on a parlé des bénéfices, on a parlé des KPI, et maintenant on va parler des apprentissages en fait, que vous avez développés par rapport à cette mesure. Donc, est-ce que vous pouvez nous partager quelques best practices par rapport à comment gérer, comment trouver ces apprentissages à partir de cette mesure? Zoé, peut-être Oui, donc c'est une best practice, on va dire, plus pour les équipes régionales et les équipes globales, qui est assez simple. Mais finalement, c'est de se dire qu'on va commencer toujours par une vision macro pour pouvoir comprendre comment les marchés se placent les uns par rapport aux autres. Ensuite, identifier des signaux forts et comprendre où est-ce qu'on va pouvoir orienter plus les analyses. Donc là, par exemple, excusez-moi. Donc là, par exemple, on a une matrice défense versus conquête, donc sur du on-site uniquement. Et on voit comment 3 marchés se positionnent les uns par rapport aux autres. Donc on voit que le marché B, de suite, il est beaucoup plus loin que les 2 autres au niveau des 2 axes. C'est un marché qui est hyper concurrentiel et lui, il va avoir une stratégie plus conquête. Le marché en dessous, le marché C, c'est un marché qui est en pleine croissance, qui va aussi être orienté plus vers la conquête. Mais on voit de suite que le marché A a des résultats qui sont un petit peu plus partagés. Notamment, on va de suite identifier qu'il y a une baisse de trafic. Pour autant, le trafic va être plus qualifié sur la stratégie plutôt de défense des mots-clés de la marque. Alors que sur la stratégie d'acquisition de nouveaux clients, on va avoir un reach qui va être 2 fois plus élevé, pour autant sans se traduire par une acquisition de new to brand qui va être incrémentale. Donc ça va soulever plusieurs questions. Est-ce que les assets ou est-ce que les produits, par exemple, qui ont été promus sur ces stratégies sont vraiment pertinents pour driver du recrutement? Donc voilà, c'est pour expliquer un petit peu la méthodologie. On part du macro pour après analyser plus précisément là où on en a besoin localement. Et merci beaucoup de partager si ouvertement et si concrètement. Alors, c'est des proxys, hein. C'est pour ça que je me permets de le partager. Les secrets de voilà, la recette. Mais quand même, je pense que ce qu'on peut tous comprendre, c'est qu'il faut de la structure. Ça a été mentionné par plusieurs personnes. Il faut de l'itération. Il ne faut pas le one size fits all. Et je pense que cette approche itérative, c'est la task force, mais aussi c'est un plan qu'on construit et qu'on co-construit, je pense, avec les différentes parties prenantes, dont les pays. Je pense que Margot, tu vas peut-être aller dans le même sens, mais tu nous as dit tout à l'heure, il ne faut pas parler de Margot KPI, le chat. Mais il faut parler de KSF. Exactement. Donc, quand on parle de mesures, il y a 2 choses que je trouve importantes par rapport à un projet comme celui de la Clean Room. Donc, de 1, comme tu disais... Pardon, il est intéressé. Voilà. Le chat est intéressé. Donc d'un côté, comme je disais, il faut se rendre compte que chaque entreprise a sa façon de mesurer. Donc on a bien sûr des KPI qui sont partagés dans l'industrie, mais la vérité, c'est que de façon interne, chacun a sa façon de mesurer. Donc quand on veut collaborer sur un projet, ce qu'on a fait, nous, c'est qu'au lieu de se baser sur des KPI qui restent importants, donc le média continue à travailler sur le U2 rate et les sales continuent à travailler sur le upselling, mais on a établi des Key Success Factors, justement, qui vont prendre d'un côté la façon d'interpréter de la marque, de l'autre côté la façon d'interpréter du retailer, mais aussi la façon d'interpréter du publisher. Donc ça nous donne une vision plus haute et plus élevée. Pourquoi aussi les Key Success Factors sont importants? Parce que dans un projet comme la Clean Room, il faut accepter qu'il y a des étapes. Justement, comme on disait, non, c'est un test and learn. Après, on est content et on dit qu'on a toujours des impressive results, mais sometimes, ces impressive results ne sont pas des good results. Donc, qu'est-ce que je veux dire avec ça? Ça veut dire que
il faut accepter, il faut partager avec la partie du management, du leadership team, qu'il faut du temps pour ce type de projet. On apprend à chaque étape, mais il faut prendre le temps de upskilling aussi les équipes internes et les personnes avec lesquelles on travaille. Merci beaucoup. Je pense que chez L'Oréal, vous partagez certains de ces challenges qui ont été partagés, des étapes, des learnings qui ne sont pas toujours rayonnants, mais qui sont riches et importants. Tu peux commenter sur les challenges que vous traversez dans cette transformation ? 100% aligné avec Margot. Je pense que l'acculturation fait partie des choses et le développement des compétences, des nouveaux usages, des nouveaux KPI, c'est absolument clé. Le partage aussi du temps long. Je pense que quand on travaille en interne, on est capable d'avoir ce temps long. Après, avec des retailers, c'est quelque chose aussi de très nouveau pour eux. Il y a des retailers qui sont arrivés avec une approche finalement très transactionnelle finalement du retail média, d'autres qui ont compris qu'il y avait un temps long, qu'il y avait du coup beaucoup plus de valeur ajoutée finalement à travailler sur l'écosystème total de la data collaboration et que le retail média était un levier d'accélération finalement du full funnel. Et ça, c'est intéressant aussi. Donc ça permet aussi, on ne peut pas travailler avec tout le monde. Hein. De toute façon, aujourd'hui, on a une soixantaine de marques, on a 200 retailers sur des pays en multidivision. Donc à un moment donné, on doit faire des choix. Et c'est intéressant dans cette courbe d'apprentissage de voir aussi cette évolution de retailers qui, de plus en plus, repensent leur organisation et retravaillent, que ce soit dans catégorie management, que ce soit potentiellement sur des équipes aussi de CMI, d'Insight, sur justement cette réflexion de task force. Ça, c'est hyper intéressant. Donc voilà, des challenges, on en a plein. Il y en a plein qui ont été déjà évoqués, je pense, sur la partie média pure. Mais je retiendrai vraiment ça, c'est l'upskilling et la transformation aussi du savoir-faire. Je pense que c'est ça qui prend du temps et qui est hyper intéressant, je trouve, humainement. Merci beaucoup, c'est très intéressant. Et je pense qu'il y a un mot-clé qu'on continue à entendre dans vos réponses et que c'est effectivement très important, et c'est l'upskilling. Et du coup, la question que j'aimerais bien poser à vous deux, donc Zoé et Glenn, ce serait de comment on fait embarquer à la fois les différents métiers, les pays, et aller upskiller les différentes équipes au sujet finalement aussi complexe du retail media. Donc Zoé, si tu Oui. veux commencer. Bien sûr. Donc, on a 2 initiatives qui peuvent être citées. La première, c'est un programme qui va être leadé par notre équipe et qui va venir fixer des objectifs au marché sur leur campagne digitale, donc sur tous les touchpoints. Et tous les 6 mois, on va venir analyser les résultats et après tirer les enseignements de cela et les présenter au marché. Donc forcément, le retail média étant inclus là-dedans, ça permet de donner une vision commune et ça va influencer les équipes locales sur le rôle du retail média dans le consumer journey. La deuxième initiative, c'est justement plus une initiative upskilling, on va dire. Donc là encore, à intervalles assez réguliers, on va venir organiser un webinaire global pour présenter les résultats des campagnes retail média, donc avec tous les marchés réunis. Et ce qui est intéressant dans ces sessions, c'est qu'on invite aussi 1 ou 2 marchés à venir présenter un use case concret, que ce soit le lancement d'un produit, une campagne saisonnière. Et ça va rendre de suite les learnings beaucoup plus concrets pour les autres marchés et réplicables. C'est très intéressant le côté de justement laisser les personnes aussi présenter leur Exactement. propre use case parce qu'ils il comprend assez bien. Et Glenn, dans ton rôle, du coup, dans la transformation. Oui. Très aligné avec ce qui est fait aussi chez Pernod. Je pense qu'il y a une global upskilling à faire. Après, je vais être très pragmatique. Pour moi, il faut d'abord qu'on ait des experts, peu d'experts, mais qui soient capables de gouverner et d'encadrer. Comme je disais tout à l'heure, on ne peut pas travailler avec tout le monde, donc soyons sélectifs. Amazon, je pense qu'est en train aussi de montrer à tout le monde le modèle référent aujourd'hui de l'organisation. Donc il faut des experts sur ces clients-là, majeurs, et donc on fait les deux, c'est-à-dire qu'on va upskiller l'ensemble de la population, mais à un moment donné, on va sélectionner aussi les partenaires avec lesquels on va avoir des experts, des talents, on sait le faire, on a les ressources, on a des savoir-faire évidemment aussi sur le média assez fort. Donc voilà, c'est une courbe d'apprentissage plus globale et puis parfois il faut être beaucoup plus, je pense, straightforward et vertical dans l'approche et avoir des experts dédiés sur des task force auprès de clients qui ont envie de collaborer.
de la verticalité, même si il faut fédérer au niveau européen. On arrive à la fin de la table ronde. On va vous demander un mot de conclusion à chacun, chacune. Un ou plusieurs mots, hein, vous avez un petit peu de temps. Ce qu'on comprend, c'est que vraiment le commerce média, c'est finalement le top de l'iceberg qui est un peu un levier de désilotage et de transformation. Du coup, vous, en conclusion, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les ingrédients clés, voilà, comme dans une recette, pas la recette magique, mais peut-être les ingrédients pour transformer une organisation traditionnelle, voilà, qui a une grosse puissance de frappe historique, et pouvoir se différencier durablement avec la tech et la data. Les ingrédients clés pour ça. Je commence. Allez. Alors, pour moi, il y a 3 ingrédients. En premier, c'est la vision du management. Donc, on a la chance chez Colgate d'avoir un management qui est visionnaire et qui est capable de passer cette vision. Et cela est très important parce que quand les sujets ils sont si compliqués et ils parlent du futur, et un futur qu'on ne voit pas nécessairement dans notre vie de tous les jours, le fait d'avoir une vision, c'est ce qui nous permet d'avancer. En deuxième, il y a, c'est sûr, les partenaires. Donc les partenaires qui partagent cette vision, donc onboarder les stakeholders, les retailers, les publishers, juste qui ont envie de tester, mais de l'autre côté aussi avoir les justes partenaires en termes d'agence. Donc c'est le cas avec vous. Avoir une agence qui est verticale sur l'argument est très important. Souvent, quand on se retrouve face à des roadblocks où on dit bon, basta, c'est trop compliqué, on ne va pas y arriver, avoir le partenaire qui est capable de t'aider à voir la solution est vraiment fondamental. Et en troisième, ça fait un peu rire, mais c'est vrai, c'est la résilience. Il faut avoir des teams qui sont résilients. Je suis tout à fait d'accord, il faut avoir des experts qui sont capables de comprendre les enjeux, de montrer la résilience et des solutions, mais aussi, là aussi, la vision du management est là importante, parce que si on est convaincu et on a un management qui nous partage cette vision, on arrive à être plus résilient et plus tranquille, à se dire, OK, il y a des étapes, il faut du temps, et voilà. Donc la résilience est absolument un argument très, très important. Bravo pour ta résilience et ta vision. Merci, j'essaye. Moi, je vais aller vite. Le premier, je suis 100% d'accord avec toi, Margot, c'est d'abord du leadership et une vision claire. Je pense qu'il faut des dirigeants qui comprennent ces enjeux. On a la chance de les avoir. C'est indispensable. La deuxième, c'est des leaders aussi d'influence. À un moment donné, il faut des gens qui sont capables d'aller porter et les équipes internes et les retailers et les partenaires. Ça, je pense que c'est extrêmement important. Et le troisième, honnêtement, je ne l'ai pas en tête. Donc peut-être que je le sortirai en conclusion. Du coup, pour le troisième, donc moi je dirais, je suis donc complètement alignée voilà, également sur les autres points. Et vraiment que les équipes médias, marketing et les équipes commerciales, ça va de soi, mais travaillent ensemble sur une stratégie unifiée et pas sur des campagnes, sur des budgets silotés. Voilà. On va conclure en feu d'artifice avec un Firework Side Chat. J'accueille Geoffroy Guigou.